Qui n'a jamais ressenti ce décalage, parfois ce gouffre entre la vie qu'on mène et celle qu'on sent qu'on pourrait avoir? Ah oui, cette sensation. Cette intuition que, voilà, notre potentiel est immense, mais que le quotidien, la routine, nous bride un peu. Complètement. Et c'est précisément le point de départ des sources qu'on explore aujourd'hui, et notamment du livre Miracle Morning de Hal Elrod. Absolument. D'ailleurs, ce livre, il s'adresse vraiment à quiconque se sent un peu coincé. Coincé. Oui, que ce soit à cause de difficultés financières, d'un manque d'épanouissement ou même simplement d'une routine qui est devenue médiocre, quoi. D'accord. L'auteur commence avec une statistique qui donne le vertige. Il dit que 95% des gens se résignent à une vie bien en deçà de leurs capacités et de leurs rêves. 95%. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, la question qui traverse tout l'ouvrage, c'est comment on fait pour passer de l'autre côté? Comment rejoindre ces 5% qui vivent pleinement? Et la promesse, elle est audacieuse pour le moins. L'idée que la clé de cette transformation radicale se cacherait dans les toutes premières minutes de notre journée. Avant même 8 heures du matin. C'est ça. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas une simple théorie. C'est une méthode qui a été forgée dans l'épreuve. Elle est née du parcours de l'auteur, un parcours qui relève presque du miracle. On ne peut pas comprendre la méthode sans comprendre l'homme. Hal Elrod, il a vécu 2 effondrements. 2 handicaps. Oui. Le premier, à 20 ans. Il est au volant et il est percuté de plein fouet par un conducteur ivre. Le bilan est terrifiant. Ah oui. Il est déclaré cliniquement mort pendant 6 minutes. Il s'en sort avec 11 fractures majeures, des lésions cérébrales permanentes et le pronostic des médecins est sans appel, il ne remarchera probablement jamais. C'est un scénario de fin du monde pour un jeune de 20 ans. Et pourtant, Non seulement il a remarché, mais il a défié tous les pronostics, il est devenu un commercial d'exception, il a battu des records dans son entreprise. incroyable. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là, sur un happy end. Eh bien non. Quelques années plus tard, en 2008, deuxième cataclysme, la crise des subprimes. Ah, la crise financière. Exactement. Et là, l'effondrement n'est plus physique, il est financier et psychologique. Il se retrouve avec 425 000 $ de dettes, il perd ses clients, sa maison. Et il sombre. Il sombre dans une dépression si profonde qu'il a du mal à sortir de son lit. Et c'est de ce point le plus bas, de ce désespoir total, qu'émerge l'idée du Miracle Morning. D'accord. Mais comment? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Un conseil d'amis, tout simple. Va courir. Un matin, il enfile ses baskets, sans grande conviction, et il met un podcast de développement personnel de Jim Rohn dans ses écouteurs. D'accord. Et là, il entend une phrase qui va résonner en lui comme un électrochoc. Laquelle? Votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement personnel. Voilà. C'est la prise de conscience fondamentale. C'est ça. Ce n'est pas le monde extérieur qu'il faut changer en premier, mais soi-même. Pour construire une vie, disons, de niveau 10, il faut d'abord devenir une personne de niveau 10. Exactement. Le problème, c'est celui de tout le monde, où on trouve le temps pour ça. Bien sûr. Et sa solution, elle est aussi simple que radicale. Se lever 1 heure plus tôt, 5 heures du matin. Pas pour travailler plus sur ses projets, mais Pour travailler sur lui-même. précisément. Et pendant cette heure, il décide de combiner 6 des pratiques de développement personnel les plus reconnues, les plus puissantes. Celles qu'il connaissait, mais que, comme beaucoup de gens, il n'avait jamais appliquées avec constance. Et il les a regroupés sous un acronyme. Oui, un acronyme facile à retenir, les Life Savers. C'est vraiment le cœur de la méthode. Alors entrons dans le vif du sujet. Le premier S, c'est pour silence. L'idée, c'est de commencer sa journée délibérément dans le calme. C'est un contre-pied total à notre culture de l'urgence. Oui, loin du chaos habituel du réveil en catastrophe. Exactement. Au lieu de sauter du lit, le téléphone déjà à la main, bombardé de notifications et de cortisol, on s'offre quelques minutes de silence. Intentionnel. Et ça peut prendre quelle forme? Ça peut être de la méditation, de la prière pour ceux qui sont croyants, de la respiration profonde, ou juste un moment pour penser à ce pourquoi on est reconnaissant. L'objectif, c'est de calmer le bruit mental, de réduire le stress. Et de commencer la journée avec clarté et sérénité. C'est une façon de dire « c'est moi qui donne le ton de ma journée, pas mes emails ». J'aime beaucoup cette idée. Ensuite, on a le A pour affirmation. Alors ça, c'est un concept dont on entend beaucoup parler, mais qui peut paraître un peu
artificiel, non? Mhm. Se répéter des phrases positives, est-ce que ça fonctionne vraiment? Ou est-ce qu'on risque pas de tomber dans une sorte de pensée magique un peu naïve? C'est une excellente question et c'est un piège. D'ailleurs, Hal Elrod est très clair là-dessus. Il ne s'agit pas de se regarder dans le miroir et de se répéter « je suis riche » en espérant que... Que l'argent tombe du ciel. Voilà. Le principe psychologique derrière, c'est la neuroplasticité. Notre dialogue interne, cette petite voix, elle est souvent programmée par nos échecs, nos peurs passées. Les affirmations, c'est un outil pour reprogrammer consciemment ce dialogue. D'accord, mais comment on fait pour que ce soit crédible pour notre propre cerveau? La méthode est très précise. Il faut rédiger des affirmations qui décrivent clairement ce que l'on veut, pourquoi on le veut profondément, la personne que l'on s'engage à devenir pour l'obtenir. Et les actions spécifiques qu'on va faire? Exactement. Et en les lisant à voix haute, avec conviction, avec émotion, on crée et on renforce de nouvelles connexions neuronales. L'auteur donne son propre exemple. Il a toujours cru l'avoir une mémoire épouvantable. C'est une croyance limitante très commune, ça. Très. Il a donc créé une affirmation où il s'engageait à entraîner sa mémoire et affirmait qu'il avait les capacités de la développer. Et c'est cette reprogrammation qui a changé son comportement et, au final, sa mémoire. D'accord, donc après avoir reprogrammé le langage avec les affirmations, on passe aux images mentales. Le V est pour visualisation. C'est ça. Là aussi, c'est une technique popularisée par les athlètes de haut niveau, mais quelle est la différence entre une visualisation efficace et le simple fait de rêvasser à ses objectifs? C'est un point crucial. La rêverie, c'est passif. La visualisation, telle qu'elle est décrite dans le livre, c'est une répétition mentale active. Active. Oui, il y a 2 niveaux. Le premier, c'est de visualiser le résultat final. S'imaginer ayant atteint son objectif, ressentir la fierté, la joie, l'accomplissement. Ça ancre la motivation. D'accord. Et le deuxième niveau? Le plus important, c'est de se visualiser en train d'accomplir les actions nécessaires pour y arriver. Un athlète ne se voit pas seulement sur le podium. Non. Il se voit en train de faire le mouvement parfait, de gérer la douleur, de dépasser son concurrent. En faisant ça, on prépare littéralement son cerveau au succès. On le familiarise avec le processus, ce qui réduit l'anxiété et augmente l'efficacité le moment venu. Tout ce travail sur l'esprit est fascinant. Le silence, les affirmations, la visualisation. Mais j'imagine qu'on ne peut pas juste rester assis à méditer. Le corps a aussi son rôle à jouer, non? Absolument. On en arrive au E pour exercice physique. Ah, Et l'idée, là encore, n'est pas de se transformer en athlète olympique avant le café. Elrod insiste sur le fait que même quelques minutes suffisent. ah bon? Oui, un peu de yoga, quelques pompes, une séance de corde à sauter. L'objectif est simple, augmenter le rythme cardiaque, faire circuler le sang et l'oxygène vers le cerveau. Et pourquoi le matin spécifiquement? Beaucoup de gens font du sport le soir après le travail. Le faire le matin a des bienfaits particuliers. Ça permet de secouer la léthargie du sommeil, ça libère des endorphines qui améliorent l'humeur, et ça génère un surplus d'énergie et de clarté mentale pour toute la journée. C'est un signal puissant envoyé au corps et à l'esprit. Exactement. C'est dire « Hé, la journée a commencé et elle a commencé avec dynamisme. D'accord. Le corps est réveillé, l'esprit est clair, plein d'énergie. Comment on nourrit ce cerveau désormais réceptif? J'imagine que c'est là qu'intervient le R pour reading, la lecture. » C'est tout à fait ça. L'idée clé, c'est de ne pas essayer de réinventer la roue. Quoi que l'on cherche à accomplir, monter une entreprise, améliorer ses relations, apprendre une compétence, Mhm. quelqu'un l'a déjà fait et a probablement écrit un livre dessus. Précisément. Lire ne serait-ce que 10 pages d'un livre de non-fiction chaque matin, c'est s'offrir un mentorat quotidien avec les esprits les plus brillants du monde. 10 pages par jour, ça peut sembler peu, mais sur une année, ça représente une vingtaine de livres. C'est une quantité de connaissances colossale. C'est un des investissements en temps les plus rentables qui soit. On absorbe des années d'expérience et de recherche en quelques heures de lecture. C'est un accélérateur de développement personnel. Spectaculaire. Et pour terminer cet acronyme, il nous reste un S. On a déjà eu le silence. Le dernier, c'est pour scribing. L'écriture. Tenir un journal. Oui, Et c'est l'étape qui permet de lier un peu toutes les autres. Coucher ses pensées sur papier, ça a un pouvoir immense. ça permet de prendre du recul. Oui, de sortir les idées de sa tête pour les observer, de gagner en clarté, de célébrer ses victoires, de documenter les leçons apprises. C'est un dialogue avec soi-même. L'auteur partage une anecdote très parlante à ce sujet, non? Sur la façon dont il utilise ses journaux. En effet, il raconte qu'à la fin de chaque année, il prend le temps de relire l'intégralité de son journal de l'année écoulée. Ah oui,
tout relire. Et cet exercice lui permet de prendre une hauteur incroyable, de voir ses schémas de pensée, d'identifier les progrès réalisés, les leçons les plus importantes. C'est une boucle de rétroaction sur sa propre vie qui lui permet de démarrer la nouvelle année avec une conscience et une intention décuplées. La méthode est bien huilée, les saveurs font sens, mais soyons francs, tout ça, ça peut sembler une charge mentale énorme à ajouter à des journées déjà bien remplies. C'est l'objection principale. Se lever à 5 heures pour suivre une liste de 6 tâches, n'y a-t-il pas un risque de transformer sa matinée en une autre source de stress, une course à la performance dès le réveil? C'est tout à fait légitime comme crainte. Et le livre est très pragmatique à ce sujet. D'abord, il insiste sur la personnalisation. C'est-à-dire, L'ordre, la durée, tout est adaptable. L'auteur propose même une version express de 6 minutes pour les jours où le temps manque. 6 minutes? 1 minute par activité. L'important, ce n'est pas la durée, c'est la régularité et l'intention. 1 minute de silence, c'est toujours mieux que 0. Cette version de 6 minutes, psychologiquement, c'est très malin. Ça élimine complètement l'excuse du « je n'ai pas le temps ». Exactement. C'est une porte d'entrée. Et pour l'autre grand obstacle, la bataille avec le réveil. Le fameux bouton snooze. Elrod propose une stratégie anti-rap de sommeil en 5 étapes très concrètes. Ah, ça m'intéresse. C'est un ennemi redoutable. Ouais. Deuxièmement, le grand classique, mettre le réveil à l'autre bout de la pièce. Ça force le mouvement et le mouvement crée l'énergie. Simple mais efficace. Et les autres étapes? Une fois debout, troisième étape, aller directement se brosser les dents. C'est un geste automatique qui ne demande aucune décision, mais qui laisse le temps au corps et à l'esprit d'émerger. D'accord. Quatrièmement, boire un grand verre d'eau pour se réhydrater. La déshydratation est une cause majeure de fatigue matinale. Et enfin, cinquièmement, enfiler directement sa tenue de sport. Ce qui évite la négociation interne de 10 minutes pour savoir si on reste en pyjama. Voilà. C'est la suppression de la prise de décision qui est la clé ici. On met le cerveau en pilote automatique jusqu'à ce qu'il soit pleinement opérationnel. C'est tout à fait ça. On minimise la friction pour rendre l'habitude la plus facile possible à adopter. Et pour vraiment ancrer cette habitude, il y a le concept du défi de 30 jours, qui est décomposé de manière très réaliste. Ah, cette décomposition en 3 phases est vraiment intéressante. Ça dédramatise complètement l'échec des premiers jours. Précisément, les jours 1 à 10 sont décrits comme la phase insupportable. C'est dur, le corps résiste, l'esprit trouve toutes les excuses possibles, On se reconnaît. mais le simple fait de savoir que c'est une phase normale et temporaire, ça aide à persévérer. Ensuite, les jours 11 à 20, on entre dans la phase désagréable. Ce n'est plus une torture, mais ça demande encore de la discipline, de la volonté. L'habitude commence à se former. Elle se forme. Et la dernière phase, c'est là que la magie opère. La phase irrésistible. Des jours 21 à 30, l'habitude est ancrée. Non seulement ce n'est plus difficile, mais on commence à en ressentir si profondément les bienfaits qu'on ne voudrait plus y renoncer. On associe du plaisir à la pratique. Et c'est là que l'identité change. C'est ça. On ne se force plus à être une personne du matin. On l'est devenu. En fin de compte, on comprend que Miracle Morning est bien plus qu'un simple livre sur l'art de se lever tôt. C'est, Une philosophie. oui, une invitation à reprendre les rênes de sa vie, en se consacrant en priorité, chaque jour, à devenir la personne qu'on doit être pour créer l'existence que l'on désire. Ça nous rappelle une vérité fondamentale. Notre situation actuelle n'est que le reflet de la personne que nous avons été. Mais notre futur, lui, dépend entièrement de la personne que nous choisissons de devenir à partir d'aujourd'hui. Et chaque matin, avec les Savers, nous offre une page blanche. Une opportunité de réécrire activement qui nous sommes. Le message est puissant. Ne pas se résigner à la médiocrité ambiante, cette force qui nous pousse à accepter moins que ce que notre potentiel nous permet d'atteindre. C'est un appel à oser vivre à la hauteur de soi-même. Ce qui nous laisse avec une question intéressante à méditer, je trouve. Laquelle? Si on mettait de côté, juste un instant, cette étiquette si tenace de « je ne suis pas du matin », et si on oubliait l'idée d'une routine parfaite d'1 heure, quel serait le plus petit rituel, même de 5 minutes, qu'on pourrait concevoir pour que chaque journée commence non plus par une obligation subie, mais par une intention choisie?